Sanrini et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu à part puisque bientôt je vais partir au Japon pour presque 20 jours, pas tout à fait. Évidemment il va y avoir beaucoup de temps dans les transports et donc je me suis préparé une petite pile à lire, enfin pioche à lire plutôt parce que je doute de tout lire. J'ai plus de 10 livres dedans. Et donc du coup je vais vous la présenter là et puis peut-être que en fonction de la durée de cette vidéo, en fonction de l'état dans lequel je serai quand je rentrerai, je vous ferai un petit point sur ce que j'aurai réellement lu ou pas. Et puis peut-être que je vous mettrai quelques images par-ci par-là. D'ailleurs ce sera l'indicateur pour savoir si tout s'est bien passé. Mais pour ça vous croisez les doigts pour moi pour que tout se passe bien. Si jamais je sors cette vidéo avant mon retour, ça veut dire que j'aurai eu le temps de la monter. Ce qui me paraît assez incertain. Bah je vous mettrai en description si tout s'est bien passé ou pas. Hello, bon du coup pas la peine d'aller voir dans la description. Je vais vous le dire moi-même. Bref, l'objectif de cette pioche à lire, c'est qu'elle doit être 100% numérique parce que je vais déjà avoir beaucoup d'affaires à emporter entre mon appareil photo et tout le reste. J'ai pas envie de m'embêter avec des livres, vraiment je veux tout sur ma liseuse. Mais la problématique c'est que là en septembre j'ai fini Capitale du Nord, le 3e tome, donc je savais pas trop quoi commencer parce que à la fois j'avais envie de lire un des livres qui était dans mes objectifs lecture 2023 et en même temps j'avais envie de commencer aussi des livres numériques et je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment réussir à lire un livre en un mois avant mon départ. Enfin voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un livre entamé en France et puis revenir un mois plus tard pour le finir, ça m'embêtait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai décidé de lire celui-ci, Carnival of Shadow, que j'ai donc du coup en format papier, en version VO anglaise. Bah, j'ai lu 30 pages, on est déjà mi-octobre. Et j'ai dû le commencer le 4 octobre, un truc comme ça. Mais il est vraiment pas cher en e-book, en version anglaise. En version française, il est extrêmement cher. Donc du coup, si je ne l'ai pas fini d'ici là, bah, je le prendrai en e-book sur ma liseuse. Je pense pas que je lirai que ça dans l'avion, parce que clairement ce sera peut-être un peu trop exigeant pour mon niveau de fatigue et de stress. Mais bon, ce sera une lecture en cours, en parallèle d'autres livres, je suppose. Et donc, les autres livres. J'avais acheté à sa sortie, et je ne l'ai toujours pas lu, le tome 3 de L'Empire de Jade, Le Papillon de Jade de Elie Harini. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est dans une ambiance asiatique. Bon là c'est plutôt Corée, si je ne me trompe pas, ou Chine. Donc on serait dans l'ambiance, mais ça serait du fantastique. Ça c'est une lecture que je considère comme prioritaire, mais c'est pas forcément celle qui me fait le plus envie. Ensuite j'ai mis Éducation meurtrière, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin, le début est un peu lent, il faut y rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans c'est super addictif et donc ça me fait donner très envie de lire le tome 2. Sauf que bah, depuis ma lecture de ce tome 1, mais il s'est passé déjà beaucoup de temps, donc faut que je le lise vite avant que j'oublie tout. Ensuite j'ai mis Du thé pour les fantômes. Alors lui à la base je comptais pas trop le lire, enfin j'attendais d'avoir des retours fiables. Bah il y a quelqu'un qui en a parlé, je ne sais plus qui. Et je crois que c'est Claire Duvivier qui a dit qu'il était très bien. Donc voilà. Puis ça n'a pas l'air d'être une lecture très compliquée, donc je pense que ça peut être parfait pour dans l'avion. Ensuite, alors j'ai mis, mais je sais pas trop si je le lirai ou pas, mais la saga des Casalets, le tome 5. Pour avoir quelque chose qui n'est pas fantasy, fantastique, SFFF, tout ça. J'ai écouté récemment le tome 4 en audio. J'aimerais bien écouter le tome 5 en audio. Donc peut-être que je l'aurai en audio aussi et que je choisirai l'une ou l'autre des versions, je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai pour avoir une diversité de genres surtout. Et voilà, ça sera en fonction de mes envies parce que actuellement je sais pas exactement quelles sont mes envies et quelles seront mes envies. Voilà, je sais pas ce que je veux actuellement. Je crois que je veux pas lire actuellement tout de suite, maintenant. Trop de choses à faire à côté qui me plaisent. Parce que si j'avais trop de choses à faire qui ne me plaisent pas, je lirais. Hein. Ensuite, j'ai 7 et Match de Liane Moriarty. Encore une fois, c'est pour diversifier les genres. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus polar. Qui se lit néanmoins très vite en général. Avec du mystère. Même si dans ces derniers, j'ai été assez déçue. Parce que bah voilà, je voyais les choses venir. Si j'ai envie d'être dans une ambiance plutôt Japon, mais toujours dans un policier, je crois. Ou un thriller avec Le Nouveau. Ça fait un moment que je l'avais remarqué. Je l'ai toujours pas lu parce que l'envie n'est pas arrivé. Mais voilà, je me dis que ce sera peut-être le moment. Toujours dans la thématique du voyage, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1. Alors ça fait un moment que je l'ai vu passer dans le clip, puisque c'est le clip d'une année précédente, même peut-être précédente. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien, il est peut-être temps que je me lance. Pareil là, alors mais là je suis pas sûre, là je l'ai juste pris pour l'avoir sous la main. L'héritage de l'esprit roi. Pareil, on reste dans une mythologie asiatique. Ensuite, de la SFFF avec Apicratie. Peut-être pas la lecture la plus facile à faire dans l'avion, mais encore une fois, je veux avoir une grande diversité de styles, de genres, etc. Toujours dans de la SF, Métallier entre les mondes, qui était au clip de cette année, qui me tentait bien et j'en ai entendu du bien par je ne sais plus qui. Ça enlève mes appréhensions, ça pourrait vraiment le faire pour ce voyage. Ensuite, alors là c'est vraiment pour vous pouvoir piocher, comme si j'avais pas assez de SFFF, mais bon, c'est une SFFF un peu différente des autres. L'ours et le rossignol, le tome 1, Mélie vous en avez parlé parce qu'elle l'avait écouté en audio il y a déjà pas mal de temps. Donc je me dis pourquoi pas, il était disponible à ma médiathèque. Ensuite, alors je l'ai mis là, mais vraiment je ne pense pas que je vais le lire. J'avais commencé à lire une phrase, je crois. Parce que c'était dans un moment où je savais pas
quoi lire ensuite. Et finalement j'ai trouvé. Donc il s'agit de Meute. Je l'ai au cas où je lise tous les e-books que j'ai sur ma liseuse pendant ce voyage et que je n'ai plus rien à lire. Ensuite j'ai pu trouver à ma bibliothèque Désenchantée de Marie Vareille. Ça fait un moment que j'ai remarqué, je ne sais plus pourquoi. Bref, voilà, lui c'est quasi sûr que je le lirai dans les premiers, hein, avec les premiers que j'ai cités. Parce que voilà, ça a l'air mystérieux, ça a l'air entraînant, assez facile à lire. Et cette fois plutôt contemporain, j'ai pas beaucoup de contemporain dans cette pioche à lire. J'ai aussi mis Chronique du Pays des Mers, même si comme pour Meute, j'ai pas particulièrement envie de le lire. En plus la lecture a l'air assez... ça a pas l'air hyper compliqué mais ça a pas l'air hyper facile non plus à lire. Mais voilà, il fait partie de mes objectifs lecture 2023 donc bon. Peut-être que autant faire d'une pierre deux coups. Et pareil pour Ni seul ni ensemble. C'est du contemporain mais ça a l'air assez engagé. Enfin en tout cas peut-être que j'aurais pas forcément les références pour le comprendre. Enfin je pense qu'il y a des messages à déduire de son histoire. Donc c'est peut-être pas le type de lecture que je recherche pour ce moment-là. Et voilà, donc on est à 15 plus 1, donc on est à 16 livres. Je pense que je devrais avoir assez quand même. Et au pire, il doit y avoir encore quelques livres qui traînent sur ma liseuse que je n'ai pas lus. Puis au pire des cas, je ne serai pas complètement sans internet, donc je pourrais toujours acheter un e-book. Bref, voilà. J'espère que ça fait pas redite par rapport au book haul parce que évidemment, il y a des livres que je cite en double vu que je les ai empruntés exprès pour ce voyage. Bref, peut-être que c'est la fin de cette vidéo, peut-être pas. Si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo et puis sinon je vous laisse avec la suite. Hello. Bon du coup pas la peine d'aller voir dans la description, je vais vous le dire moi-même. Je suis bien arrivée au Japon et je suis bien revenue et le voyage s'est bien passé. On avait beaucoup d'attentes et on n'a pas été déçus, en résumé. Je vais vous faire le point sur les lectures que j'ai réellement fait au Japon et pendant le voyage. Mais avant ça je pense que je vais faire un petit haul de tout ce que j'ai ramené du Japon. À la base on partait avec une stratégie de on aura une valise par personne en soute. On est deux. Et on va essayer de partir avec le minimum d'affaires, donc c'est-à-dire remplir une valise pour avoir une valise entière de choses à ramener. Moi je savais que j'ai tendance, quand je le peux évidemment, quand je ne prends pas l'avion et tout ça, à prendre énormément d'affaires au cas où pour s'adapter à toutes les météos, tout ce qui peut arriver. Donc du coup j'ai nettement diminué ma partie de vêtements. Et mon mari qui de base ne partait pas avec grand chose, lui pour le coup il s'est retrouvé avec plus que moi. Donc on n'avait pas réellement une valise vide entière. Donc on s'est limité au début et à chaque fois, même au tout début on se disait oh, on va peut-être pas acheter ça, on hésitait à acheter plus ou pas. Et on se demandait à chaque fois si ça allait rentrer. À un moment donné du voyage, on a acheté des choses en se disant bon ça devrait passer mais ça devrait être la limite. Et on a essayé d'agencer au maximum dans les valises et on se rend compte qu'il nous restait encore plein de place. Et qu'il y a des choses d'avant qu'on aurait pu acheter. Mais bon bref c'est pas grave, on les a achetées après pour la plupart. Donc au final j'aurais aimé ramener encore plus de choses mais en vrai on s'en sort très très bien. Je sais pas par où commencer parce que j'ai plein de catégories de choses que j'ai achetées. J'ai ça sous les yeux, je vais commencer par ça. Je pense que c'est une édition spéciale chez eux pour les cup noodles. Cup noodles qui sont nettement meilleurs chez eux même si c'est la même marque parce que eux, les ingrédients lyophilisés, que ce soit les légumes, les crevettes, la viande et tout, ça a le vrai goût des aliments de base qui ont été lyophilisés. C'est en quantité beaucoup plus grosse tout de suite dès qu'on met de l'eau et même sans mettre de l'eau, bref du coup c'est meilleur. Et les pâtes sont pas tout à fait les mêmes. Bref, on a mangé des cup noodles, on a mangé 4 et il y avait des éditions limitées, c'est-à-dire que quand on soulève le petit rabat, et bah il y avait différents chats avec chaque chat a une probabilité différente. Et on a eu les 2 chats les plus difficiles à choper et puis le plus facile évidemment. Et on a eu le plus facile 2 fois donc on en a que 3 et on en a pas mangé plus que ça, ce qui est assez étonnant vu la taille du voyage. Donc on n'a pas toute la collection mais c'est pas grave, ça fait un beau souvenir. Restons dans la thématique de la nourriture. J'ai acheté évidemment des baguettes. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir mes baguettes. Il y en avait tellement des très très belles mais c'était jamais un coup de cœur et j'aime pas trop acheter des choses qui ne sont pas des coups de cœur, surtout des choses que bah déjà on en a déjà des baguettes, donc des choses plus ou moins inutiles. Et je suis tombée sur celle-ci dans un musée d'art. Limite ça pourrait être des baguettes dans Harry Potter en fait, elles sont un peu stylisées, elles ont des... Elles sont un peu comme martelées en fait, mais donc c'est du bois donc du coup plutôt taillé. Et avec j'ai acheté le petit porte-baguette qui ne va pas forcément avec mais qui est en bois aussi et qui est... Enfin en fait il y a plein de choses au Japon qui sont faites avec ce genre d'assemblage de bois. Je n'ai pas le nom en tête, je sais même pas si ça a un nom. Ils font des boîtes à mouchoirs, ils font des sous-verres etc. Et il y a dans les hôtels plutôt de luxe on retrouve souvent ce genre de choses. Et ils font aussi des petites boîtes à énigmes. Et on a acheté ces petites boîtes évidemment. J'adore les boîtes, ça a été difficile de me restreindre. C'était l'élément qu'il fallait absolument qu'on puisse faire rentrer dans la valise mais on était vraiment pas sûr que ça passe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment des motifs qu'on retrouve beaucoup. Et pourtant c'est pas quelque chose d'extrêmement connu. Sans avoir visité le Japon on se dit pas forcément que c'est plutôt typique on va dire. Donc ça c'est pour la plus petite. Malheureusement elle se résout en 5 mouvements ce qui est très facile. Et la deuxième elle se résout en 7. Voilà, on a privilégié la beauté des boîtes plutôt que le niveau de difficulté. Puis de toute façon une fois qu'on a compris le principe ça reste le même tout le temps.
Voilà, ça c'est pour la plus jolie avec le mont Fuji et plein de déco autour. Et derrière une feuille d'érable et une feuille de ginkgo, ce qui est un peu la thématique de notre voyage puisqu'on a voyagé en automne pour voir les momiji, les couleurs d'automne. On a failli pas les voir et ça a failli être une grosse déception au début du voyage. Alors je sais pas si l'automne était en retard là-bas ou si on était un chouïa trop tôt, mais on s'était vraiment bien renseigné pour partir à la bonne période normalement, mais je pense qu'il aurait fallu partir plus fin novembre, début décembre, parce que quand on est arrivé, on s'y attendait pas du tout, il faisait une température d'été à Tokyo. Ensuite on est allé dans une presqu'île un peu en dessous de Tokyo et là c'était toujours l'été. La végétation aussi, et après seulement on est allé vers le mont Fuji et là enfin on a vu des érables et c'était ouf, on avait vraiment eu peur. On s'est même dit bon, à la fin du voyage on revient à Tokyo et au lieu de finir notre visite de Tokyo, et ben on va remonter plus haut parce que plus haut il y avait déjà quelques momiji, mais heureusement on n'a pas eu besoin de faire ça. Et quand on est arrivé à Kyoto, c'est plutôt presque l'hiver, mais sans réellement de couleur orange, à part quelques petites touches par-ci par-là, mais vraiment très légères. Beaucoup d'arbres qui n'ont plus leurs feuilles du tout, et les autres qui sont très verts. Bref, il y a aussi des petites fleurs ici qui sont toutes les mêmes sur les 4 côtés. Mais voilà. Oui, et donc du coup pour le principe, si vous connaissez pas, ça se voit vraiment pas, mais il y a des petits morceaux qui se lèvent, qui se soulèvent, et ça coulisse. Voilà, voilà. Et après, en faisant d'autres mouvements, etc., on peut faire coulisser la partie du dessus, puis ça fait une petite boîte à secrets. Ensuite, je pouvais pas revenir du Japon sans revenir avec un manga en japonais. Même si je ne pourrais pas le lire, en tout cas, pour l'instant, peut-être un jour, on sait jamais, hein, je continue à apprendre le japonais, mais les kanji, c'est clairement pas ma priorité. Ma priorité, c'est de le comprendre à l'écoute et de le parler. Et voilà. C'était soit les carnets d'apothicaire, soit Bright Stories, soit éventuellement Death Note. Et comme Bright Stories, je les ai pas en français, je me suis dit, bah, autant les avoir en japonais. Et puis là, je vais en ramener quelques-uns. À la base je partais sur un seul, puis ça c'était les tout premiers achats, hein. J'ai bien fait de prendre les 3, hein. Il y avait un coffret entier. Je me suis dit non bah ça sert à rien, ça passera jamais. J'aurais vraiment dû en prendre plus, mais c'est pas grave, comme le voyage s'est bien passé, je pense qu'on y retournera au moins une fois dans notre vie. Et donc du coup bah le but c'est qu'à chaque voyage je ramène des Bright Stories et que je fasse ma collection comme ça. Voilà voilà. Et d'ailleurs je suis bien contente de pas les avoir achetés en France parce que déjà en France les tranches ne sont pas tout le temps les mêmes, donc du coup ça fait complètement dépareiller dans la bibliothèque. Et ensuite le niveau de qualité d'impression est complètement différent. Alors je sais pas si c'est ça pour tous les mangas, mais ici là, ceux-là, bah voilà, ça c'est beau déjà et c'est bien épais et il y a une feuille rouge là ici qui est bien épaisse aussi, c'est hyper quali. Franchement c'est difficile à croire, mais ceux-là je les ai achetés d'occasion pour chacun moins de 1 euro, je les ai achetés 120 yens et ils sont en état, bah ils sont nickel, enfin je veux dire ils ont pas de problème, juste si, voilà la tranche est un peu jaunie, on voit surtout sur celui-ci, mais les autres ça va et franchement moi ça m'a pas sauté aux yeux et de toute façon ça va jaunir dans la bibliothèque, donc bon l'occasion là-bas ça n'a rien à voir avec l'occasion ici, mais vraiment pas. Et pourtant j'étais dans un magasin, une grande chaîne de revente d'objets d'occasion. Donc j'ai pris le tome 1 et ensuite comme je n'avais pas trouvé le tome 1 de base, j'ai dû choisir parmi d'autres tomes et du coup j'ai choisi, mais je pense que c'est mes tomes préférés, je sais pas si c'est mes tomes préférés mais c'est ceux qui m'ont marqué, donc avec l'histoire des jumelles ici, et ici il y a d'autres jumelles, ou c'est les mêmes, non je crois que c'est d'autres, ça fait longtemps que je les ai lus, hein. Mais il y a aussi un début d'histoire très très mignonne, une suite d'histoires très très mignonnes et des très très beaux dessins avec mes personnages un peu favoris. Oui non, il n'y a que les jumelles au fort caractère dans mes personnages favoris, mais voilà, j'avais failli prendre le tome 8 je crois. Là on tombe sur une ou deux femmes d'une culture où un homme peut avoir plusieurs femmes et j'adore ces deux personnages. Elles ont une forme de douceur tout en étant fortes et les dessins sont particulièrement jolis, même s'ils sont jolis dans tous les tomes. Mais bref, du coup celui-là je l'avais pas pris pour rester raisonnable. Cette vidéo va durer 1 heure. Je suis désolée. Bref, je vais les poser là, complètement dans le désordre puisque là je vais passer à quasiment la fin du voyage. Je suis tombée complètement par hasard dans une petite boutique Ghibli. Et j'ai acheté ce mug là. Vraiment les goodies au Japon. Sauf si on va dans les rues hyper touristiques, blindées de monde. Là voilà, de toute façon si vous voyez des boutiques et des restaurants de nourriture dans une rue blindée de touristes, n'y allez pas. Faites 2 rues à côté et ce sera nettement plus qualitatif. Bref, les goodies qui ne sont pas dans les rues hyper touristiques, je les trouve de très bonne qualité pour un prix qui n'a rien à voir avec la France. Où clairement en France, bah, j'achète quasiment jamais de goodies parce que c'est cheap et cher pour ce que c'est. C'est made in China en général, alors que là c'est made in Japan. Ah là, si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Et mais tout faisait envie, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Bon, il y a des objets qui restent inutiles relativement, mais c'est tellement chouette. J'ai quand même checké dans les boutiques de goodies Harry Potter, c'est le même prix. Bref, du coup ce mug à thé qui a déjà bien servi. Bon, le problème c'est que j'ai énormément de mugs à thé, donc du coup ils vont tous dégager. Enfin, ils vont tous rester au placard, je crois. Toujours, et je crois qu'on finit dans le rayon nourriture, boisson, des petits bols à soupe miso en bois. Voilà.
On en a passé du temps à aller chercher ceux-là hein, pour trouver des qui nous plaisaient vraiment beaucoup parce qu'il y avait une multitude de choix. Mais voilà, il nous fallait un coup de cœur. On n'a pas eu les cuillères qui allaient avec parce qu'il n'y en avait pas, tant pis. Dans la catégorie petits gadgets inutiles, vous savez, il y a des gachapon au Japon. Il y en a aussi en France, mais en France c'est un peu nul. Bon après au Japon c'est pas forcément mieux et ça fait beaucoup de déchets plastiques je trouve. Mais bref, on a quand même vécu l'expérience. Le premier que j'ai eu, c'est celui-ci, c'est un petit porte-clés ampoule qui s'allume. Voilà, il y avait plusieurs couleurs, évidemment j'ai eu celui que je voulais surtout pas, c'était le blanc. Et ensuite j'ai vu un petit ça chmouche en matière chmouche comme ça. J'aime bien cette matière là, ça détend je trouve. Sans être trop dégueu, il y a des matières un peu dégueu là qui sont censées des anti-stress et tout. Et bah comme pour l'ampoule, il y avait plusieurs couleurs. Et j'ai eu le blanc que je ne voulais pas. C'est pas grave, j'aime beaucoup. Au Japon, on croise beaucoup de statues de tanuki et c'est un peu trop fragile et trop gros pour rentrer dans une valise, même s'il y en avait des petits quand même, ça restait fragile. Donc on n'a pas pu en ramener. Mais je suis tombée sur un gachapon en toute fin de voyage, alors que je ne voulais plus en utiliser. Bref, je suis tombée sur un petit tanuki et en plus cette fois-ci on a eu celui qu'on voulait. Donc j'en aurai quand même un, même si là ils lui ont coupé les balls, alors que c'est un peu le principe du tanuki d'avoir des énormes balls. Autre gadget inutile, ce petit... c'est quoi, c'est une bouteille de lait, je ne sais pas. C'était dans des bombes de bain. À l'hôtel on avait souvent des baignoires et donc du coup on a vu une bombe de bain avec à l'intérieur bah voilà un objet surprise. On aurait pu avoir la petite baignoire onsen, c'était ce qu'on visait et on n'a pas eu. Petit souvenir d'Universal Studios, on est allé au restaurant Nintendo et il y avait un petit pic sur les burgers ou sur autre chose, je ne sais plus, non sur autre chose je crois, et il nous disait de le garder. Et au même endroit on a acheté mais un seul, bracelet Mario, qui permettait d'interagir avec pas mal de petites choses dans le parc. C'est très cher, genre 25 €, un truc comme ça, alors qu'on a déjà payé l'entrée plus le ticket spécial pour accéder au parc Nintendo à l'intérieur du parc. Mais bref, c'est pas grave, on n'y retournera pas donc c'était l'occasion. D'ailleurs en parlant du parc, je le conseille pas forcément, c'est un peu surcoté. Il y avait quelques petites choses un peu surcotées et d'autres choses nettement sous-cotées, vraiment, mais ça j'en parlerai peut-être dans un vlog ou je sais pas. Si vous voulez voyager au Japon, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis je vous en parlerai un peu plus en détail. Ensuite, vous le voyez peut-être un peu qui a surgi dans la déco, malheureusement, contre mon gré, hein. Quelques peluches Pokémon. Ce n'est pas de mon fait, je ne suis pas particulièrement fan de Pokémon et je ne trouve pas ça particulièrement beau. Mais bon, de toute façon, mes bibliothèques sont beaucoup trop chargées de tout. De toute façon, je viens de leur rajouter des boîtes. Il y avait déjà de trop à mon goût. Donc bon, pour l'instant, ça peut rester là. Je verrai, je vais m'habituer à ne plus les voir. Au Japon, il y a des gachapon où on met une pièce et on a aléatoirement une petite boule avec quelque chose dedans. Mais il y a aussi des UFO catchers. Pas comme en France où la probabilité de gagner est quasiment nulle. Là-bas, le principe, c'est quand même de gagner de temps en temps. Et on peut se retrouver et c'est vraiment pas cher. Même si on a besoin de plusieurs essais pour gagner quelque chose, ça reste normalement moins cher que d'acheter l'objet directement. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai gagné pour mon mari peluche Pokémon alors que je voulais limiter les achats à ce niveau-là. Ça va, il est pas trop moche. Je me rends compte que je vous ai pas montré le meilleur dans la partie nourriture. C'est ce petit faux sushi œuf de saumon. Il faut savoir qu'à Tokyo, il y a des quartiers thématiques. Et donc il y a un quartier qui est destiné aux restaurateurs pour acheter les ustensiles, les bols, les assiettes, etc. Et ils ont aussi beaucoup de fausses nourritures. Et ça a vraiment très ressemblant, très bien fait. Je pouvais pas revenir avec un plat entier parce que c'est taille réelle. Mais donc du coup, le meilleur sushi, je pouvais quand même lui trouver une petite place dans ma valise. Et donc en parlant de quartier thématique, il y avait aussi un quartier couture, tissu, et un quartier bijoux, perles, etc. pour en fait tous les artisans. Bah j'ai dû me restreindre, mais j'en ai quand même acheté pas mal. Le tissu qui m'a fait hésiter plusieurs jours avant de l'acheter, mais qu'au final j'ai retrouvé un peu partout. Mais bref, j'y étais retournée à la première boutique où je l'ai vu, parce qu'à ce moment là je pensais encore que vraiment il n'y a pas grand chose qui rentrerait dans la valise. Et comme j'avais acheté 3 mangas au lieu de 1, bah je m'étais dit qu'il fallait que je me calme. Bref, c'est ce tissu là, et je l'ai retrouvé un peu partout en fait, donc je sais pas si c'est un tissu qu'ils aiment beaucoup ou un tissu très populaire là-bas, je ne sais pas du tout. Bref, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Ensuite j'ai trouvé ça, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je sais absolument pas ce que je vais en faire. Mais bref, peut-être qu'un jour un projet se présentera. Bon après je pense que je l'aurai peut-être en quantité insuffisante, mais bon c'est pas grave. Ensuite je suis tombée, enfin mon mari est tombé dessus et il me l'a montré. En fait c'est lui qui repérait parce que moi dès qu'il y a plein de choses je ne sais plus où porter mon regard et je vois plus rien en fait, tellement il y a de choses. Donc c'est lui qui a trouvé la plupart des pépites et moi qui les ai validées derrière et acheté ce tissu là. Voilà, à la fois avec des... c'est pas des petites vagues mais bref, c'est un modèle qui
fait japonais et voilà, et qui vient du Japon du coup maintenant. Mais bon, qu'on peut aussi retrouver en France je pense. Et il y a des petits chats avec, ça fera de très mignonnes pochettes à livres. Voilà, je vais finir par devoir en vendre. Hein, avec tout ce que j'ai ramené, mais de toute façon je pense que avec les idées que j'ai, je vais être obligée d'ouvrir une boutique et ça tombe bien, enfin ça fait déjà un moment que je réfléchis à ça, mais j'avais besoin d'un coup de balai aux fesses et je pense que le Japon va me le mettre. Je dis ça, si ça se trouve dans 2 ans ça n'aura toujours pas plus avancé, hein. Surtout qu'il y a tout à faire, hein, que ce soit prototype, administratif, tout, et choix. En fait, c'est surtout choix et redonnancement des priorités. Bref, autre tissu un peu coup de cœur. C'est celui-ci avec des petites fleurs et des bambous. Voilà, j'ai pas su quoi choisir entre les deux couleurs, du coup j'ai pris les deux. Les choix c'est vraiment très difficile pour moi. Mais avant ça j'avais acheté 3 autres tissus. Ah, d'ailleurs il m'avait fait douter de prendre les 2 autres parce que pour moi ça rentrait pas. Alors on a ce tissu rouge, ouais, le rouge c'est vraiment ce qui me sautait le plus aux yeux au Japon en termes de tissu. C'est des motifs assez japonisants mais j'avoue que c'est des motifs que je pense que je peux commander en France. Mais bon, eux au moins ils viennent du Japon et en plus le Japon fait beaucoup de choses made in Japan. Là pour le coup j'ai pas eu le temps de vérifier. C'est pas comme quand on achète en France et on trouve made in China, donc du coup ça fait un souvenir de France et ça part réellement été fabriqué en France, donc bon. Ce petit motif, toujours un petit peu de vague, mais en bleu cette fois. Celui-là j'aurais adoré le trouver en jaune chaleureux, mais le jaune qui était, il était un peu fade, donc du coup j'ai pas pris malheureusement. Donc j'ai du bleu, j'ai du rose, j'ai du rouge, mais j'ai pas d'autres couleurs. Et les petites Dragonfly, je sais plus le nom en français. Et sinon le tissu ultime que j'ai ramené du Japon c'est des hobbies, des ceintures de kimono. J'ai un projet bien particulier avec elles et franchement j'ai eu énormément de chance parce que c'est la première boutique d'occasion. Bah oui, parce que je les ai pas achetées neuves, ça coûte extrêmement cher, c'est en soie, c'est généralement fait à la main, brodé à la main, et en occasion c'est très bien aussi. Franchement elles sont dans un état superbe, je dis elles au pluriel, alors que là-bas je pensais en ramener qu'une seule. Et d'ailleurs la première que j'ai achetée c'est celle qui me plaît le plus et j'ai eu énormément de chance parce que c'est la première grande chaîne d'occasion que j'ai faite et je suis directement tombée dessus. Et j'en ai fait d'autres par la suite mais il n'y avait aucun coup de cœur et j'en ai pris aucune autre. J'ai dû attendre la fin du voyage pour en trouver d'autres qui me plaisaient beaucoup, mais pas autant que la première. Je vais vous montrer ça tout de suite. La voici. Bref, elle est magnifique, vraiment magnifique et dans un état superbe. Et en plus, enfin, j'ai de quoi faire, hein, franchement. J'ai de quoi faire, donc vraiment je vais être obligée au bout d'un moment d'en garder une version pour moi et de vendre les autres parce que c'est vraiment beaucoup trop beau. Enfin, si j'arrive à faire correctement ce que j'ai envie de faire, hein, parce qu'il y en a d'autres qui le font déjà, mais les finitions sont pas toutes à mon goût, mais je suis pas sûre de pouvoir faire mieux. Donc si les finitions sont pas top, je me sentirais vraiment pas de le vendre. Par la suite, je suis tombée sur un autre qui est dans une thématique de couleur un peu différente, qui fait un peu plus penser à l'hiver, même si les broderies dessus ne sont pas hivernales, hein, avec un oiseau. Oui, je cherchais des motifs plutôt avec des oiseaux et tout. J'en ai pas trouvé énormément qui me plaisaient. J'en cherchais aussi un rouge, ou en tout cas dans des couleurs chaudes comme ça, pareil. Je n'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Ceux que j'ai trouvés sont vraiment sublimes. Et ensuite, pour finir, il y a celui-ci avec de la nature, des arbres. Dans des couleurs plutôt hivernales mais avec un peu plus de couleurs que le précédent. Et enfin des couleurs un peu plus chaleureuses, un peu plus jaunes, avec des éventails. Et des oiseaux sur les éventails. Celui-là je pense que c'est mon deuxième préféré. En vrai plus je le regarde plus je l'aime. Mais en parlant de kimono, c'est pas forcément quelque chose que je voulais acheter d'occasion, hein, toujours. Ça coûte beaucoup trop cher en neuf. Parce que c'est pas facilement portable. Ça aurait été un beau souvenir mais bon si c'est pour que ça reste au placard ça sert à rien. Mais au-dessus des kimonos, on peut porter ce qu'on appelle un haori. Et j'en ai trouvé un qui représentait plutôt bien notre voyage puisqu'il était décoré de momiji. Voilà, je vous montre le motif, j'ai pas particulièrement envie de le déballer parce qu'il est vraiment bien plié et c'est pas mon fort de plier les habits. Mais je vous ai mis une image de ce à quoi ça ressemble. Je me suis cherché un yukata et je n'ai pas trouvé quelque chose qui méritait que je l'achète. Pareil, je me suis cherché des vestes, des petites vestes, je sais pas le nom là pour le coup, vestes qu'on retrouve dans les auberges traditionnelles, les ryokan, qui sert à la fois de pyjama ou de veste à mettre au-dessus de son yukata pour aller en onsen, pour aller au restaurant de l'hôtel. Mais donc j'ai pris les mesures, enfin en tout cas je n'avais pas de mètre sur moi, mais j'ai un objet que je pourrais mesurer ici, que j'ai pris pour faire une échelle. J'ai pris le tout en photo puis j'ai essayé de faire une mesure approximative pour pouvoir en coudre. De toute façon j'avais déjà le projet d'en coudre ici, j'avais même trouvé le tissu parfait pour ça, mais pas le patron. Donc là je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Beaucoup de projets couture, peut-être un peu trop, donc ça verra le jour plus tard. Toujours en parlant de projets de création, il
il y a un quartier dédié à la papeterie et au papier washi. Alors, papier washi, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de tester de faire des bijoux avec, sauf que je trouve ça c'est difficile d'en trouver avec beaucoup de choix. À commander en ligne depuis la France. Ça reste cher et j'avais pas trouvé le temps de tester. Voilà. Et bah là j'en ai trouvé et je vais déballer ça tout de suite avec vous. Et en plus, franchement, quand j'ai acheté, je me suis dit comment j'ai transporté ça dans la valise. Bon, au pire, c'est des grandes feuilles, je les plie en A4, je les mets dans une pochette en plastique. Et bon, tant pis, il y aura de la perte. Comme c'est des choses que je souhaite découper en tout petit, c'est possible. Mais là-bas, ils proposaient des gros tubes en carton pour protéger. J'ai dit oui, sans savoir si ça rentrerait dans la valise. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que ça ne rentrait pas debout comme ça, mais ça rentrait en diagonale. Et vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais aimé en ramener plus, mais bon, évidemment, comme pour tout, c'est rentré pile poil, mais ça s'est même un peu plié. Ça n'a pas plié le papier, mais ça a plié le tube. Oui, parce que sinon j'avais une autre stratégie, c'était découper le tube parce que je savais que ça allait pas jusqu'au bout. Mais j'avais pas de scie là-bas. Je me voyais pas demander ça à un hôtel, je pense pas qu'ils auraient eu non plus. Des motifs un peu simples. Nous avons du vert avec des motifs dorés. Ça représente quoi? Ça me fait penser à un peu de végétation, je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, une toute petite feuille. Ensuite un motif un peu classique qui rappelle un peu les motifs sur les tissus. En bleu. Le papier washi c'est quelque chose qui est fait au Japon, qui est typique. Pour certains je crois que c'est par la main, je sais pas exactement si c'est le cas pour tous ou pas. Bref, les plus gros papiers c'est les plus gros. Je pensais pas que ça pouvait faire cette taille. Nous avons ce papier là avec les oiseaux et la végétation. Je l'aime beaucoup. Bon après je vous dis que j'aime beaucoup, évidemment j'avais pas acheté quelque chose que j'aime pas trop ou que j'aime moyennement. Ça sert à rien que je dise ça. Des oiseaux un peu similaires mais dans une couleur différente. Quelque chose de représentatif de mon voyage, des momiji avec un petit pont, une barrière, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai de quoi faire. J'espère juste que les motifs seront assez petits pour faire des boucles d'oreilles parce que c'est des bijoux que je préfère et que je trouve les plus utiles. Ce n'est toujours pas fini en termes de création. Il y a un autre quartier. C'est le quartier des perles. Mais cette fois, j'ai pas pu en ramener en quantité suffisante, je pense, pour en faire un projet professionnel. Je pourrais en faire un seul exemplaire, donc je pense que je vais les garder. Ou éventuellement un seul exemplaire à vendre, mais là, c'est pareil, ça n'aurait pas trop de sens d'en faire un objet unique. Et en fait, c'est un quartier, je n'ai pas eu le temps de le faire, de l'explorer à fond. J'ai fait une seule boutique, malheureusement. Il m'aurait fallu une grosse demi-journée. Tout est là-dedans. Tout d'abord, nous avons ces petites pierres. Alors, malheureusement, c'est dans un kit, donc il y a toutes les explications de comment faire. Il y a tous les petits après pour le faire et tout. C'était un coup de cœur pour les pierres, mais je pouvais pas les avoir séparément, donc je les ai pris en kit, même si j'ai pas besoin d'avoir un kit. Mais bon, au moins ça me donnera la facilité de me lancer là-dedans. Ensuite, il y avait vraiment plein, ça le paradis des artisans là-dedans. Et c'est tellement facile, il suffit juste d'aller de magasin en magasin pour trouver, chercher, trouver de l'inspiration, trouver exactement ce qu'on cherche. Et franchement, j'ai du mal à acheter en ligne ce genre de choses parce que on se rend pas vraiment compte de ce que c'est en photo, on se rend pas vraiment compte de la taille. C'est pas aussi inspirant et on peut pas checker réellement la qualité, enfin c'est pas pareil. Des petites perles de Kyoto, des opales de Kyoto, c'est très joli. Je sais pas exactement ce que c'est, je sais pas exactement la technique et je sais pas si ça va rendre correctement à la caméra. Et des feuilles, j'ai cherché des momiji mais je n'ai pas trouvé, donc tant pis, ce sera plutôt printanier. Une perle avec des origamis, ça pour le coup j'en ai pris plusieurs, je pourrais peut-être en faire quelque chose à vendre ou à offrir. Ça c'est un peu redite. De toute façon je vous montrerai ce que j'en aurais fait si ça ne ressemble pas à rien évidemment. Un petit origami. Celle-ci j'ai adoré. Et j'ai eu une pierre coup de cœur mais malheureusement elle était juste en exposition et pas à vendre. Il y a certaines choses que j'ai en quantité assez grande. Je pourrais peut-être mettre un élément dans une création avec d'autres éléments qui ne viennent pas du Japon. Ça c'est une idée. On va repartir dans des choses un peu plus useless, un peu plus basiques. Enfin basiques. Je voulais des petites voitures, alors j'en ai trouvé qu'une seule et celle-ci c'est celle de la Poste parce que en fait au Japon ils ont des voitures normales mais ils ont aussi beaucoup de voitures très carrées, très cubiques, très rectangulaires parce que leurs places de parking sont très étroites. Elles offrent autant d'espace qu'une voiture normale à l'intérieur mais à l'extérieur elles sont vachement plus étroites, des boîtes quoi concrètement. Voilà, je cherchais aussi, j'ai vu des camping-cars aussi comme ça, c'est rigolo mais j'ai pas trouvé la voiture qui correspondait et il y a aussi des petits scooters avec de quoi se protéger de la pluie et tout. Pareil, j'ai pas trouvé. Il y a aussi les petites camionnettes avec du coup juste la partie conducteur, 2-3 places à l'avant et derrière c'est une remorque sans être une remorque, enfin bref c'est comme un 4x4 un peu mais en version Renault Trafic quoi. C'est un peu les chats avec le nez écrasé mais en voiture.
C'est pas forcément beau, mais moi j'aime bien. Puis j'aime bien les tatouages. J'ai trouvé ça royaume enfant. J'aurais peut-être dû le mettre avec la couture. Je me suis trouvé des ciseaux tout mignons. Alors à la base c'est des ciseaux coupe-ongles, mais moi j'aime bien me servir de ce genre de ciseaux pour de la couture parce que le bout est pointu, donc ça permet d'être précise. Faut s'habituer au fait que c'est un peu courbé, donc faut s'habituer pour pas couper n'importe quoi. Mais voilà, me servir à ciseaux à couture, ça me fera un rappel du Japon à chaque fois. Et pour finir, alors je crois que c'est pour finir, hein. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai au montage en photo. Bref, ça c'est quelque chose que j'ai repéré au tout début du voyage. J'y croyais pas, hein. Je me doutais qu'on ne pourrait pas le prendre. Mais j'avais regardé l'équivalent à commander sur Amazon et c'était genre 2,5 fois plus cher depuis la France. C'est, vous savez que j'adore les Lego, mais là c'est des Lego, pas Lego, ça s'appelle des nanoblocs. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus minutieux je pense. Et je me suis dépêchée de tourner cette vidéo pour pouvoir ouvrir les boîtes et commencer à les monter. Parce que j'en ai acheté 2. À la base, j'étais même pas sûre que un rentrerait, mais j'en ai pris un deuxième. Laissez rentrer. Bref, c'est une pagode. Elle est beaucoup plus mignonne une fois montée que sur la boîte. Et en fait, ça je l'ai découvert à la fin et c'est ce qui m'a vraiment décidé à la prendre. C'est que c'est la pagode qu'on retrouve dans le coin le plus touristique d'Asakusa. Et Asakusa, c'est le quartier que j'ai préféré à Tokyo, vraiment. Alors certes, il y a énormément de monde au niveau de cette pagode là, dans la rue commerçante qui mène vers cette pagode, mais à côté il n'y a plus personne, c'est hyper paisible. Ça sent bon, c'est propre à peu près partout. Mais là particulièrement, et j'aime beaucoup les quartiers résidentiels dans ce coin là. Et pas très loin d'Asakusa, bah, c'est là qu'il y a le quartier pour les restaurateurs. Enfin ouais, c'est mon quartier préféré. Et donc ça c'est la pagode d'Asakusa et je m'en étais même pas rendu compte. Et à côté de ça, il y en avait un plus petit comme ça. Et à la base, comme j'étais pas sûre que ça rentrerait, je me suis dit, quand j'ai vu les deux là, je me suis dit, bon alors certes celle-ci c'est elle que je préfère, mais au pire j'achète celle-ci, ça me fera un souvenir quand même. Et en plus ça, je savais que ça représentait bien Asakusa parce que ça c'est le temple, l'entrée du temple. Enfin, il y a une arche avant le temple avec une grosse lanterne. Donc je me dis, bah au moins ça représente mon quartier. J'avais pas encore compris que ça c'était la pagode d'Asakusa. Du coup, quand mon mari dit non mais ça devrait rentrer, prends les deux, bah j'ai pris les deux. Voilà. Et là vraiment c'était la limite haute des valises. Ah mais non, on a ramené d'autres choses. Bon évidemment on a ramené des cadeaux pour des proches que je ne vais pas vous montrer parce qu'ils ont déjà été donnés ou parce que je ne voudrais pas spoiler. Il y a deux choses extrêmement bonnes au Japon. Vraiment les deux choses que je ne voudrais surtout pas qui n'existent pas dans le monde en termes de nourriture. C'est le matcha. Voilà, qui est très présent à Kyoto, donc j'étais ravie, j'ai mangé plein de choses au matcha, des glaces, et le yuzu. Bon, le yuzu, j'ai rien pu ramener à base de yuzu, et il n'y en avait pas tant que ça au Japon au final. J'ai aussi ramené des Kit Kat matcha, c'est les meilleurs Kit Kat du monde. Je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas en France, on a dans certaines boutiques, d'ailleurs je vous montre à l'envers, mais c'est extrêmement cher parce que c'est importé du Japon. Et franchement, je ne sais pas pourquoi Kit Kat t'en fait pas en France, parce que je suis sûre que ça marcherait. Hein. C'est pas un goût qui est clivant, je pense que la plupart des gens adoreraient. On est aussi tombé sur des Pocky au matcha, mais ça c'est pas très représentatif je trouve, parce que la plupart du temps on tombait sur des Pocky au chocolat ou à la fraise extrêmement chimique que j'aime pas du tout. Mais ça c'était à l'aéroport. Voilà, et ça aussi, je crois que c'est des algues et des œufs à mettre au-dessus du riz. C'est les Français expatriés au Japon qui ont partagé ça, apparemment c'est délicieux. Je ne sais pas encore, j'ai pas goûté. J'aurais aimé ramener des cup noodles, mais il n'y avait pas la place. Et j'ai ramené plein d'échantillons de sachets de thé qu'on nous a donné dans les hôtels. Ah oui, et aussi, si, j'ai d'autres choses. Ah oui, je reviens. Ça c'est ce qu'on a eu dans les hôtels traditionnels. C'est les petites Tabi Socks. C'est des chaussettes, voilà, pour qu'on puisse porter leurs claquettes, j'appelle ça claquettes, honte sur moi, facilement avec des chaussettes. Voilà, donc ça fait un bon souvenir du Japon. J'ai cherché des chaussettes avec tout les doigts de pied. J'en ai vu quelques-unes mais c'était dans des boutiques touristiques avec des motifs hyper kitsch. Donc c'est absolument pas ce que je cherchais. Dans quasiment chaque hôtel il y avait des petits patins jetables mais que moi j'ai ramené parce que ça peut se réutiliser à la maison et ça peut être bien pratique. Donc voilà, ça me fait des souvenirs aussi. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc ça sert à rien que j'aille vous les chercher. Bon, du coup, passons enfin à la partie à propos de mes lectures. Alors, j'avais une grosse pile à lire, je le savais. Mais je pensais pas que je lirais vraiment si peu dans le trajet de l'avion à l'aller. J'ai vraiment quasiment pas lu du tout. Parce que de 1, il y avait des films à disposition. De 2, c'était un trajet de nuit. Donc du coup, c'était censé être le plus facile pour essayer de dormir. J'ai essayé de dormir un peu. J'ai pas réellement beaucoup dormi, mais c'était par toute petite période. Mais voilà, je rallumais pas à chaque fois la lumière pour lire. Entre chaque période, valait mieux que je réessaye
de me rendormir. C'est passé beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, c'était 12h30, quasiment 13h je crois, plus court qu'au retour. Mais au ressenti franchement c'était nettement moins. Et puis il y avait pas mal de périodes où on mangeait, la nourriture était très bonne d'ailleurs, donc ça faisait passer le temps un peu plus vite. Au tout début, le vol c'est très mal annoncé pour moi et ma phobie du vomi, parce qu'on a commencé direct par des turbulences. Moi pas de soucis, j'adore ça, ça me donne pas du tout envie de vomir, mais mon mari a commencé à sentir mal tout de suite, sauf que c'est censé être la personne qui fait bouclier entre moi et les autres gens qui sont censés vomir, et il est pas censé être malade, donc ça m'a angoissé beaucoup, vraiment beaucoup. Dès le début j'étais là ouf, ça commence comme ça, d'accord, et j'ai eu vraiment peur que les autres se mettent à vomir. Et il y a une personne pendant les turbulences, normalement on est censé rester assise avec la ceinture, mais elle s'est mise à courir vers les toilettes. Elle est ressortie qu'à la fin des turbulences, donc je me suis dit bah ça y est, les toilettes sont inutilisables. Et en fait je pense que c'était pour une autre raison qu'elle pleurait aux toilettes, parce que finalement les toilettes ont été propres tout du long. Au retour aussi, j'ai pas vu ou entendu qui que ce soit être malade, je préfère pas en savoir plus. Mais voilà, les 2-3 premières heures c'était beaucoup d'angoisse. Et après ça c'était assez difficile de lire, j'ai préféré, c'était plus simple de regarder un film ou de faire des sudoku. J'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour me concentrer dessus et ça m'isole un petit peu du reste de l'environnement plus facilement que la lecture en période de grosse angoisse. Donc du coup pas de lecture. Une fois arrivé au Japon, bah, les journées étaient tellement chargées, on marchait quasi entre 15 et 20 km par jour. Donc quand on rentrait on était très fatigué, en plus sans parler du décalage horaire évidemment. Et le soir en rentrant de ça, bah, je gérais mes photos, je préparais toutes mes stories sur mon compte personnel pour pas avoir à faire ça au retour. Et donc du coup au lieu de lire, bah voilà, ça me faisait 1 heure et demie de gestion de mes photos. Bon, je ne suis plus au même endroit, je ne suis plus en train de filmer la même chose. Mais je m'interromps parce que je viens de penser que oui, j'ai oublié de dire. Oui, je suis en train de commencer le nanobloc, le plus petit. Bref, je disais donc du coup, une autre des raisons pour lesquelles j'ai pas lu, c'est que j'avais essayé d'apprendre le japonais avant d'y aller. J'ai pas pu apprendre suffisamment, mais bon, c'était déjà ça. Mais du coup, j'ai continué à apprendre sur place parce que j'utilise une appli où il y a un intérêt à en faire un petit peu tous les jours. Et donc, j'ai réussi à en faire une fois par jour en plus au Japon, avec tout le reste des choses, avec toutes les visites, toute la fatigue. Plus les photos. Bref, c'est fini pour l'interlude. Le reste du temps, bah, il y avait des bains, il y avait des onsen, et puis après, bah, juste dormir. Puis petit à petit, vers le milieu du voyage, on a commencé à ressentir le besoin de se poser un petit peu, d'aller un peu moins vite. De toute façon, on était dans des zones un peu... On est passé de Tokyo à un Japon un peu plus fantôme, à la campagne japonaise, vraiment très très chouette. Je vous conseille de pas rester dans les sentiers battus. Évidemment, quand c'est le premier voyage au Japon, on est obligé d'aller voir les trucs classiques, évidemment. Mais prévoyez-vous plusieurs jours en dehors des sentiers battus, parce que vraiment ça fait découvrir une autre chose et ça fait du bien, ça fait respirer un peu, parce que la foule, ça va 5 minutes. Même si il y a des techniques pour échapper à la foule touristique, c'est-à-dire arriver très tôt dans un lieu, entre 6h et 8h30 du matin. Là, les touristes ne sont pas encore arrivés, mais vraiment. Ou sinon aller dans les coins touristiques, mais aller 2 rues à côté, et là il y a vraiment plus personne. On passe d'une foule dense où on peut quasiment pas marcher à plus personne. C'est un truc de dingue. Et aussi visiter le soir, mais le soir le soleil se couche très tôt, genre 16h30 il fait nuit. Hein. Et si vous voulez que les magasins ou que les musées soient ouverts, bah c'est pareil, ils ferment très tôt aussi. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais bref, je recommande vraiment de sortir des sentiers touristiques à Kyoto parce qu'il y a énormément de choses surcotées. Et à côté de ça, on peut tomber sur plein de pépites, genre la bambouserie hyper populaire de Kyoto, elle est nulle. On a fait ça dans la deuxième partie de notre voyage. Dans la première partie, au moment où on était dans la campagne japonaise, par hasard on est tombé sur des bambouseries, elles étaient géniales, elles étaient vraiment très très bien et il y avait personne. Ça n'avait rien à voir avec la bambouserie hyper populaire où déjà bah, c'est un bain de foule donc c'est désagréable de base, mais en plus elle est pas si jolie que ça. Les bambous sont très très hauts, mais le chemin est bétonné, c'est un chemin qui serait limite empruntable par des voitures, et en plus il y a des palissades sur le côté qui nous cachent la vue du ras du sol des bambous, ce qui est vraiment très très dommage je trouve, et c'est pas joli du tout. Bref, je diverge, oh mon dieu, je suis pas censée vous parler de ça dans cette vidéo là. Donc du coup on est arrivé dans la campagne, on a eu des moments un peu plus tranquilles pour souffler un peu, et donc j'ai pu commencer à lire. J'ai commencé par Désenchanté parce que je me doutais que ça se lisait rapidement, et en effet c'était très sympathique. Mélie va le lire, donc je pense qu'on vous en parlera ensemble, ce sera mieux. J'ai adoré l'histoire. Après pour le style d'écriture, je ne sais pas, je pense pas être à même de pouvoir le critiquer en positif ou en négatif, parce que vraiment je me suis pas concentrée dessus. J'avais autre chose à penser, et l'histoire me plaisait beaucoup. Une histoire plutôt engagée je dirais, en tout cas il y a des choses engagées. Ensuite j'ai enchaîné avec Du thé pour les fantômes. Là pour le coup ça m'a un peu moins plu, mais ça se lisait relativement vite aussi. Mais voilà, je pense que ça peut plaire, c'est très atypique comme histoire, comme narration. Mais là pareil, Mélie l'a écouté en audio, donc on vous en parlera ensemble. Et bah c'est quasiment tout. J'ai entamé Les papillons de Jade, ça se lit très vite, hein, j'en suis
quasiment à la moitié là, donc je vais le finir là maintenant bientôt. Mais voilà, je l'aurai pas fini pendant le voyage. Donc c'est pas beaucoup par rapport à ma pile à lire, mais c'est pas trop grave parce que c'est des choses que du coup je vais lire maintenant. Et comme je l'avais dit, j'avais conscience que c'était une trop grosse pile à lire. Et c'est vrai que je m'attendais dans l'avion à en lire, allez, 1,5, 2 peut-être avec espoir. Quand même sur quasiment 15 heures de vol, oui, parce que du coup le retour a duré 14h30. Le retour j'ai quasiment pas dormi du tout, mais j'avais un bout de film à finir de l'aller et des animés de Netflix qu'on a pu télécharger sur notre tablette qui sont disponibles uniquement au Japon, donc on a profité d'être au Japon pour pas avoir besoin de passer par un VPN une fois en France. Et du coup elle a été téléchargée, donc on les a tous regardés dans l'avion. On avait regardé quelques-uns les soirs, oui, parce que du coup c'est aussi pour ça que j'ai pas lu, parce que du coup les soirs on en profitait pour regarder des animés japonais. En parlant de ça, du coup j'ai découvert Spy Family. Je connaissais déjà son existence, mais je pensais pas que c'était un manga que je pouvais apprécier. Et en fait j'adore, c'est très drôle, c'est pas du tout lent, c'est mignon, attendrissant. Voilà, il y a un petit peu d'aspect humour noir que j'ai besoin de retrouver dans les mangas. Et aussi au retour on a survolé des zones magnifiques. J'ai pu voir la banquise. On n'est pas passé du tout par le même côté en fait. À l'aller on a fait France et puis on est allé vers la droite de la carte quand on voit la carte qu'on a l'habitude de voir. Et de toute façon c'était de nuit, donc à part à l'atterrissage où on a pu admirer le Japon et notamment le mont Fuji, on a pu le voir depuis l'avion parce que sinon il était caché la plupart du temps. Bref, au retour on est passé par l'autre côté en remontant très très haut vers le Canada, mais encore plus haut que le Canada, du coup on n'a pas vu le Canada, mais par contre on a vu la banquise et c'était super beau. Et en plus c'était au moment du lever du soleil, donc juste avant le lever du soleil, puis la banquise avec un soupçon de lever de soleil. Et après j'ai pu lire dans le TGV, je pensais lire encore un peu à Paris, mais franchement c'était attendu, mais c'était tellement une claque de se retrouver à Paris avec des Français, avec vraiment un énorme décalage entre les deux pays, les deux mentalités, les deux cultures. Le Japon vraiment, c'est pas exagéré quand on entend que c'est propre, que les gens sont sympathiques. On arrive à l'aéroport, on se fait accueillir avec des sourires, des inclinaisons, enfin, et c'est pas too much du tout, hein. Vraiment c'est très agréable de se sentir respecté et de montrer aux autres qu'on les respecte aussi. Et le respect des Japonais dans les transports, c'est assez dingue. Et dans les rues, on ne sent pas de la cigarette. Ils ont le droit de fumer que dans des petites zones prédéfinies avec des panneaux autour, donc à moins de s'approcher trop de la zone, on ne sent pas la cigarette, ou à moins que, bon là il y a quand même eu le cas dans le Shinkansen où des gens qui allaient souvent au coin fumeur et qui revenaient du coup avec sur eux avec une odeur forte de tabac, mais sinon j'ai jamais senti le tabac pendant 18 jours. Et en revenant à Paris, bah de 1 ça pue, de 2 on sent le tabac toutes les 2 secondes, les gens sont pas sympathiques du tout, même dans des endroits où ils sont censés être sympathiques vu qu'ils accueillent des clients, genre à l'hôtel, à l'aéroport, vraiment aimables comme des portes de prison. On a mis 5 heures à Paris avant de trouver une personne qui nous a souri et qui a été gentille avec nous. Je vous parle pas du sentiment d'angoisse et d'insécurité, de la saleté, des problèmes de transport. Et au Japon, ils ont beau ne pas parler parfaitement anglais, ils ont beau ne pas tous parler même quelques mots d'anglais, bah leur caractère, les kanji et tout, il y a souvent une version anglaise en dessous. Et ça nous sauve la vie vraiment. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en France, c'est très rarement traduit. Même les panneaux d'indication, les transports, les restaurants, on n'en parle pas. Bon, au Japon, c'est pas systématique non plus dans les restaurants, hein. Mais vraiment, c'est là qu'on se rend compte que c'est super important d'essayer d'être un minimum inclusif pour tous les touristes, pour toutes les personnes. Juste avoir un petit peu d'anglais, ça ne fait pas de mal. Ah oui, puis donc du coup, toujours dans les transports au Japon, on passe d'un message dans le métro qui dit « Ne mettez pas trop fort votre musique dans les écouteurs parce que sinon les autres l'entendent. Ne passez pas d'appel dans les transports. Ah, attention aux pickpockets !» Bref, du coup à Paris, j'étais pas très bien, pas forcément dans un état très propice à la lecture. Si vous voulez en entendre un peu plus à propos du Japon, je pense que j'en parlerai plus dans un vlog. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas quand, mais je pense. Parce que j'ai plein de choses à en dire en vrai. Et que c'était vraiment très bien, très bien. Et que comme les 2 vols se sont plutôt bien passés finalement, je pense qu'on s'arrêtera pas là. Déjà c'est des très bonnes nouvelles, ça veut dire que je ne vais pas me limiter au Japon, je pourrais aller voir d'autres pays qui me tentent, notamment la Nouvelle-Zélande, et je pourrais éventuellement retourner au Japon pour explorer d'autres coins et puis pour retrouver les comportements des Japonais que j'aime vraiment beaucoup. Il y a certainement des choses à critiquer, mais en attendant, en tant que touriste, en tant que femme qui ne vit pas et qui ne travaille pas là-bas et qui vient que occasionnellement, c'est 10 fois mieux que la France. Je vous laisse avec une farandole de photos sélectionnées complètement aléatoirement. Et de toute façon, vous en aurez encore sur Instagram, ou vous en avez déjà eu, je ne sais pas, c'est le temps que je monte cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça ne vous aura pas paru trop long. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonne lecture. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre destination de rêve que vous n'avez pas encore faite ou que vous avez déjà faite, votre pays préféré, vos pays préférés, hein, parce que c'est toujours difficile d'en avoir qu'un. En tout cas moi j'aime pas quand on me demande mon truc préféré parce que c'est toujours très difficile de choisir, il y en a en général plusieurs. Et je diverge encore, c'est censé être la conclusion, c'est pas censé durer 6 minutes. Et dites-moi aussi si vous êtes déjà allé au Japon et votre propre expérience.